le constat de cet asso, c'est en fait, si Total ou Shell, ils changent pas, vu qu'ils font, j'allais dire un gaz à effet de serre sur deux, ça veut rien dire, mais la moitié des gaz à effet de serre, on n'a aucune chance de stopper la crise climatique. Et C'est donc, ça. eux, ils se sont dit, OK, qui est-ce qu'elles écoutent ces boîtes, vu qu'elles sont plus puissantes que des États? Leurs actionnaires. Donc, c'est des unions d'actionnaires, voilà, pour qu'ils investissent notamment dans le renouvelable et respectent l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Bon, 1,5 degré, c'est déjà trop tard, mais à 2 degrés, quoi. Pour commencer, dans Inaction, vous rencontrez Tarek, représentant français de l'association Follow This, qui a bossé 12 ans dans le pétrole avant de rejoindre ce collectif d'actionnaires militants. Et là, vous découvrez un monde que personne n'imagine, donc des écolos qui achètent des actions Shell pour influencer la stratégie climat de l'entreprise de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez découvert cette stratégie d'actionnariat militant et l'association Follow This qui fait ça? J'ai rencontré Tarek complètement par hasard à un verre un soir avec des amis engagés. Okay. Et donc, quand on a commencé à discuter un peu de ce qu'il faisait quand on a commencé à discuter de ce qu'il faisait, ça m'a vraiment complètement ébahie. En fait, je me suis pas du tout douté qu'il y avait un monde parallèle qui se passait où des gens achetaient des actions pour faire de la démocratie actionnariale. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour en fait déposer des résolutions chaque année dans les assemblées générales des groupes pétroliers qui se tiennent tous les ans au mois de mai environ. Et pour faire la plus grande coalition d'actionnaires pour peser pour le changement climatique. Ok. En fait, oui. J'aimerais trop avoir ta confirmation sur cette stat, mais dans le docu, vous dites depuis 50 ans, 25 sociétés pétrolières ont émis la moitié de nos gaz à effet de serre. Oui, si c'est dans le docu, c'est que c'est ça. C'est plus les chiffres. Énorme. En fait, on prend aussi en compte tout le cycle de production du carbone. Donc, c'est aussi tout ce qui est impact indirect. Donc, en effet, toi, moi, on va à la pompe à essence, on prend du pétrole pour faire des kilomètres avec notre voiture. Donc, ça, c'est aussi pris en compte dans ce calcul. T'as plein de méthodes de calcul différentes qui sont plus ou moins controversées, mais si on prend vraiment tout en compte, cette stat, elle est vraie, oui, et elle est extraite d'un rapport officiel. Enfin, toutes les sources qu'on a mis dans le docu, on les a fact-checkées plusieurs fois. Oui, ça me semblait évident, mais ça me semble tellement dingue de la moitié des gaz à effet de serre, quoi. Et donc, le constat de cet asso, c'est en fait, si Total ou Shell, ils changent pas, vu qu'ils font j'allais dire un gaz à effet de serre sur deux, ça veut rien dire, mais la moitié des gaz à effet de serre, on n'a aucune chance de stopper la crise climatique. Et donc, eux, ils se sont dit, OK, qui est-ce qu'elles écoutent ces boîtes, vu qu'elles sont plus puissantes que des États? Leurs actionnaires. Donc, c'est des unions d'actionnaires, voilà, pour qu'ils investissent notamment dans le renouvelable et respectent l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Bon, 1,5 degré, c'est déjà trop tard, mais à 2 degrés, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, ils vulgarisent auprès des actionnaires, OK, c'est quoi la politique climatique de chaque pétrolier, en tout cas de la boîte dans laquelle tu as des actions, parce que c'est pas toujours très clair. Et deux, ensuite, ils essaient de convaincre un maximum d'investisseurs de voter pour des résolutions climatiques en AG. Mais comment ça marche exactement? Quand tu es actionnaire, tu peux proposer des résolutions ou c'est la boîte qui propose plusieurs stratégies? Non, n'importe qui peut proposer des résolutions. Alors évidemment, le but de l'Assemblée générale, c'est que chaque année, l'entreprise fasse un compte-rendu de tout ce qu'elle a fait pendant l'année et fasse passer des résolutions au vote. Donc, par exemple, sur la rémunération du président, sur des changements de membres du conseil d'administration, etc. Donc, ça, c'est la partie officielle. Et la partie proposition des actionnaires, c'est n'importe qui peut proposer une résolution. Évidemment, il faut quand même qu'elle ait du poids parce que sinon elle n'est pas acceptée. Donc souvent, en fait, Follow This co-dépose avec des AXA, des Amundi, des Groupama, donc des entreprises qui ont aussi du poids, qui représentent beaucoup d'actionnaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, moi j'ai une action, je peux aller voter, mais c'est très compliqué en fait de rassembler une coalition de petits actionnaires. C'est plutôt des gros qui vont voir. Et donc, Follow This, en fait, tout son travail, c'est au long de l'année, ils vont voir des fonds qui représentent des actionnaires et ils essayent de discuter ensemble sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelle résolution est-ce qu'ils pourraient co-déposer. Donc, il y a vraiment j'ai bien entendu des AXA, des Amundi et tout qui s'associent à l'assaut. Ah ouais, en même temps, eux, ça leur fait c'est très dur d'assurer un monde qui brûle, quoi. Donc, forcément, c'est dans leur intérêt financier. Mais est-ce qu'il faut un pourcentage, pour que ce soit présenté en AG et deux, pour que ce soit accepté, validé et mis en place par l'entreprise ou... Ça, j'avoue, je sais pas.
Faudrait demander à Tarek. En fait, je sais que en fonction des pays, t'as des pourcentages de seuil qui sont plus ou moins élevés pour que la résolution elle passe. Par exemple, dans certains pays, c'est pas parce que t'as 50% que la résolution elle passe. Aux États-Unis, il faut 75% si je dis pas de bêtises. Ok. Donc ça, c'est quand même culturel aussi, quoi. c'est culturel. Et ensuite, pour avoir vu le document de préparation à l'AG, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de résolutions qui sont votées. Donc, je pense quand même qu'il faut un seuil minimum de nombre d'actions pour déposer des résolutions parce que sinon, ce serait un peu le bordel. Oui, puis ça les fait chier, donc... Voilà. Mais par contre, tout le monde peut poser une question. Et il y en avait vraiment beaucoup des questions. A priori, du coup, ils ont zéro obligation de mettre en place, quoi. C'est juste, tu crées un rapport de force, mais il n'y a pas un process hyper... Jusqu'au jour où t'atteins quand même le seuil minimum. Et si, par exemple, si en France, il faut 50% des voix pour que la résolution elle devienne obligatoire, là, l'entreprise elle est obligée de le faire. D'accord, j'avais pas compris. Oui, Je oui. croyais que c'était un seuil à partir duquel on était obligé de prendre au sérieux, mais pas forcément de l'appliquer, quoi. Si, D'accord, on est obligé de l'appliquer, mais le seuil il est pas le même en fonction des pays. Ouais, ok. Et donc quand Follow This essaie de convaincre les investisseurs, voilà, c'est purement financier, hein. Ils leur parlent pas de sauver la planète, d'écologie, ça c'est bien, ça c'est mal. Comment est-ce qu'on montre aux actionnaires que leurs actions de gaz, pétrole, charbon leur rapporteront plus d'argent dans le futur si on bascule pas ou pas trop dans un changement climatique complètement incontrôlable, quoi. Exactement. C'est vraiment l'argument économique qui prime en disant, en fait, sur le long terme, vous allez perdre de l'argent si vous n'agissez pas pour le climat. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que eux, ils travaillent beaucoup avec les fonds de pension, donc de retraite. Alors en France, on a un système un peu différent puisqu'on a la retraite qui est beaucoup financée par l'État, mais à l'étranger, par exemple en Suisse, aux Pays-Bas, t'as pas mal de fonds de retraite privés. Donc dès que tu commences à travailler à 23, 25 ans, tu cotises. Ouais. Et eux, ils ont des notions du temps qui sont hyper longs. Donc forcément, c'est des arguments qui vont beaucoup plus leur parler aussi. Ouais. Donc en plus en AG, effectivement, les actionnaires peuvent poser des questions. Donc il y a de plus en plus de militants qui profitent de ces moments pour poser des questions embarrassantes au PDG devant tous les actionnaires. Camille Etienne par exemple, mais plein d'autres, ils sont blacklistés de plein d'AG, de multinationales où ils font circuler leurs photos avant les AG. C'est à ce moment-là que vous décidez d'infiltrer l'AG de Shell à Londres. Est-ce que tu peux nous raconter c'était quoi l'ambiance et le déroulé? L'ambiance était vraiment très, très électrique. En fait, l'année d'avant, ça s'était mal passé. Donc, on a infiltré l'Assemblée générale en 2024. Et en 2023, ça s'était très mal passé parce que je pense que la sécurité de Shell n'était pas du tout prête à recevoir autant de militantisme à l'intérieur de l'Assemblée générale. Et du coup, en fait, c'est un mode d'action qui est assez répandu en Angleterre. Okay. On rentre avec une action et on se met à chanter au début quand le président prend la parole pour le perturber. Okay. Mais de façon tout à fait pacifique. Mais en fait, ces gens-là, ils finissent par être virés de façon violente par les agents de la sécurité parce que sinon l'Assemblée ne peut pas démarrer. Et souvent, voilà, il y a une heure et demie qui se passe avant que tout l'ordre soit rétabli, avant qu'on puisse commencer. Donc ça s'était très mal passé en 2023. Et du coup, c'est quand même un succès militant, quoi, avec répression, j'entends, mais... Gros succès militant. Ça dépend pour qui tu dis mal passé, quoi. C'est ça. Okay. Et en fait, en 2024, du coup, la sécurité sur les dents, ils ont isolé toutes les personnes qui avaient une action. Ils leur ont mis un cordon de couleur bleu autour du cou, alors que tout le monde avait un cordon de couleur orange autour du cou. Ça, tu le savais pas? Ça, je le savais pas du tout, non. C'est malin. Et du coup, forcément, tous les petits actionnaires, ils ont été recoupés au même endroit dans la salle. Ouais. Donc ça a été plus facile de les virer et la sécurité était tellement sur les dents. Nous, on a été pris en photo par les agents de la sécurité. Je pense qu'ils font un trombinoscope pour l'année suivante les repérer plus facilement. Mais genre, au tout début, ils disent est-ce qu'on peut prendre une photo ou c'est en scred? Ah non, c'est en scred. On l'a vu. En fait, je filmais. Donc au début, on a su qu'on pouvait pas passer avec la caméra cachée parce que il y avait des détecteurs de métaux. Donc, on a décidé de retirer la caméra et du coup, moi, j'ai dit, OK, je mets mon téléphone dans ma poche. J'avais pris ma veste exprès où, en fait, t'as juste le téléphone avec l'appareil photo qui dépasse. Ouais. Et donc, j'ai mis en vidéo et on s'est infiltré dans l'AG comme ça. Enfin, bon, on n'a pas été très loin parce qu'on a été refusé, du coup. Mais en étant refusé et du coup, il y a quelqu'un qui m'a escorté à la sortie et j'ai vu qu'il m'avait discrètement pris en photo à ce moment-là. OK. Bon, en vrai, infiltrer une AG, c'est plus en général, effectivement, pour faire des happenings militants ou pour filmer
des documentaires clandestins. Mais voilà, faut pas mélanger avec ce que fait l'asso Follosis où on parle vraiment de devenir actionnaire. Bien À sûr. partir de, je sais pas, une centaine d'euros environ, tu achètes ton action en ligne et ensuite tu vas voter des résolutions en AG. Donc dans le film, vous montrez que Follosis a déposé une résolution donc, chez Shell. En 2016, ils avaient que 3% des voix donc, des actionnaires. Aujourd'hui, ils sont autour de 20%. Mais donc voilà, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment changer la politique climatique de géants pétroliers? C'est vrai qu'il y a 2 camps, hein, et je le vois très bien en ciné débat, c'est le sujet qui revient le plus sur, est-ce que ça marche? Ouais. Moi, je suis persuadée que ça marche parce que, on a vu, tout le fossé qu'ils ont réussi à combler entre 2016 et 2025, de 3 à 20%. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à mettre en place et je me dis que s'ils ont réussi ça en 10 ans, peut-être que dans les 10 prochaines années, ils vont réussir à passer de 20 à 50 et je vais te raconter ce qui s'est passé cette année qui est aussi ultra intéressant parce qu'ils sont allés encore plus que 20%. Donc oui, je pense qu'en fait, ça permet d'éduquer. Et ce que dit Tarek, qui est vraiment intéressant, c'est ça permet d'éduquer les bons chrétiens. Les bons chrétiens, c'est vraiment la cible parfaite de Follow10. C'est des gens qui veulent fondamentalement bien faire, mais qui n'ont aucune idée du dérèglement climatique en soi. Donc, ils passent le temps à les éduquer pour leur faire prendre conscience du sujet. Et je suis persuadée que ces gens-là, une fois qu'ils ont conscience, ils veulent bien faire. Donc, ils votent pour la résolution. Ouais.